webinaire. Donc, comme précédemment dit, un webinaire sur la gradation des sanctions. Et aujourd'hui, ce que nous allons faire principalement, c'est justement se questionner sur les avertissements disciplinaires et le concept jurisprudentiel de la gradation des sanctions, qui est pas un concept qui est écrit dans la loi en tant que tel, mais qui est écrit plutôt dans les sphères de la loi, donc dans les interprétations de la loi qu'il faut faire. Donc, je pense que c'est un concept qui est relativement important à saisir. On va juste se lancer comme il faut. Alors, je me présente, je suis le directeur des ressources humaines chez Sage Ressources humaines. Je suis CRHA, j'ai plus d'une douzaine d'années d'expérience dans le domaine des ressources humaines, principalement dans le domaine de la gestion disciplinaire et des congédiements et de l'accompagnement des gestionnaires dans cette matière. Donc, ici un petit peu mon pedigree, mais c'est pas ce qu'il y a de plus important pour l'instant. Vous avez eu plus envie d'entendre parler du sujet d'aujourd'hui et j'en suis conscient. Les conditions de succès aujourd'hui pour ce webinaire, c'est bien entendu de respecter ce qui est inscrit sur le chat. Merci de fermer votre micro aussi. Donc, je peux le faire à certains égards, mais c'est plus simple si tout le monde s'auto-corrige la situation. Vous pouvez tout simplement aussi faire des captures d'écran si le goût vous en dit, pour garder en mémoire certains éléments qui apparaîtront dans la présentation. À noter aussi que cette présentation sera disponible sur la chaîne YouTube de Sage Ressources humaines en fin de journée, aujourd'hui. Donc, vous pourrez y avoir accès également au moment qui vous convient. Respectez l'ordre du jour, on en a pour 45 minutes et il y aura une période de questions écrites de 15 minutes. Donc, je vous invite à retrouver le nom de Sage RH dans la liste des participants et d'écrire votre question directement à cette personne ou tout simplement sur le mur de la présentation. Et évitons également aussi de parler de cas particuliers. De cette façon, on pourra rester toujours très général et pouvoir rejoindre le maximum de gens possible. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est de considérer la gestion des employés difficiles, donc ceux avec lesquels on jongle avec des avertissements disciplinaires au quotidien ou aux semaines ou aux mois. Donc, c'est de vous rendre plus confortable, utilement aussi de comprendre les risques puis de vous donner confiance dans vos interventions. Parce que ça peut être un concept qui peut vous échapper, mais au final, on va s'assurer que tout soit respecté et de vous donner confiance dans ce processus-là. Donc, les thématiques aujourd'hui, on va parler du congédiement pour cause juste et suffisante. On va spécifiquement regarder ce que la loi nous dit à ce sujet-là. Je vais parler du concept de gradation des sanctions, puis du concept de la faute grave. Donc, c'est pas un cours de droit, inquiétez-vous pas, c'est un cours sur les ressources humaines. Mais bien entendu que le droit du travail est fortement impliqué dans ce sujet d'aujourd'hui. On va parler aussi des mesures, donc quels sont les types de mesures, quels sont les types de sanctions, et le concept de la proportionnalité à la faute. Les types d'avis, je vais vous proposer également quelques stratégies de sortie de succès. Donc, quand je parle de stratégie de sortie, c'est bien entendu la terminaison d'emploi. Et finalement, comment on peut intégrer cette politique disciplinaire dans notre guide de l'employé. Entrée en matière. Premièrement, c'est quoi un employé difficile? C'est sûrement celui ou celle qui fait en sorte que vous êtes ici aujourd'hui. Donc, c'est une personne qui refuse systématiquement que vous exerciez votre droit de gestion. Donc, que ce soit au niveau comportemental ou que ce soit au niveau de son rendement. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que les études en ressources humaines démontrent que les employés difficiles, donc ceux qui nous causent des troubles disciplinaires et de rendement, c'est environ 5% de l'effectif total d'une entreprise. Et où ça fait mal, c'est que ce 5% pourrait contaminer jusqu'à 20% de vos effectifs.
Donc, le statu quo en relation de travail, le statu quo de la non-intervention, c'est pas une très bonne stratégie. Vous risquez de créer un effet boule de neige si vous n'intervenez pas. Et malheureusement, ces employés difficiles accaparent pratiquement 80% de l'énergie que vous mettez en gestion des ressources humaines au quotidien. Donc le reste, ça va être la gestion de la paye, la gestion de l'invalidité, la gestion des horaires, etc. Mais les gens qui sont des employés difficiles prennent une très grande partie de votre quotidien, malheureusement. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vais essayer de tenter de vous donner des stratégies pour répondre à ce fléau. Donc, mettre en contexte un peu le tout. Il y a 3 articles de la loi sur les normes du travail que j'aimerais qu'on retienne ensemble aujourd'hui. Ces 3 articles qui sont principalement utilisés en termes d'avertissement, de fin d'emploi et de congédiement. Le premier, c'est l'article 82. C'est l'article qui stipule le préavis de fin d'emploi ou l'indemnité compensatrice de fin d'emploi. Donc ça, c'est l'article qui dit quand on met fin à l'emploi de quelqu'un, il faut lui donner un préavis, soit d'1 semaine, 2 semaines, 4 semaines, 8 semaines payées. Donc, en fonction du service continu de l'employé, il faut en tenir compte, puis s'assurer de payer les sommes. Il y a quelques exceptions, on va les voir un petit peu plus tard, vous allez voir pourquoi je commence avec ça. La deuxième, j'en ai déjà parlé dans le premier webinaire sur la terminaison d'emploi en invalidité courte durée et longue durée. C'est que l'article 122 protège les employés après 3 mois de service continu pour le fait d'exercer un droit. Donc, les gens qui exercent un droit, on n'a pas le droit de les congédier pour cette raison-là spécifiquement. Ça devient une pratique interdite. Je donne un exemple. Une femme qui exerce son droit d'avoir un congé de maternité, puis vous la congédiez pour cette raison-là, vous exposez une pratique interdite. C'était les élections il y a pas longtemps. C'est un droit d'aller voter, d'être libéré pour aller voter. L'employé va voter sans votre consentement, vous le congédiez à cause de ça. Ça pourrait être une pratique interdite, etc., etc. Donc, il y a des éléments, comme ceux de la charte aussi, là, tout ce qui est discriminatoire, ça rentre dans la pratique interdite. Donc, il faut être prudent quand on fait notre gradation des sanctions, d'être conscient de certains éléments pas intouchables, mais il faut être réellement prudent. Et le troisième article, c'est l'article 124, qui est le congédiement sans cause juste et suffisante. Donc, tous les employés qui justifient plus de 2 ans de service continu, donc 365 jours plus 365 jours, ces gens-là ont une protection, une protection assez importante, où l'employeur a le fardeau de la preuve de démontrer qu'il congédie l'employé pour cause juste et suffisante. Donc, une cause juste, c'est quoi? On va le déterminer dans cette présentation-là. Puis suffisante, on va le déterminer aussi dans sa présentation. Et c'est surtout par le concept de gradation des sanctions, puis d'être capable de démontrer qu'on a averti notre employé de façon suffisante et avec des délais de reprise en main et la capacité de l'employé, justement, de comprendre sa situation. Donc, 2 ans de service continu, ça veut dire quoi? Ça veut dire le moment où la personne a commencé son travail, la première date de son contrat de travail, sur son contrat de travail, jusqu'à ce que vous mettiez fin à son emploi. Donc, un congé de maladie, un accident de travail, un congé de paternité, c'est considéré comme du service continu. Les jours continuent à se cumuler. Ceci étant dit, l'employé a 45 jours suivant la terminaison de son emploi pour déposer cette plainte-là. Donc, ça ne veut pas dire que quand vous avez terminé un employé, que tout est beau. Il reste 45 jours à se croiser les doigts qu'il ne déposera pas de plainte. Différents concepts que je veux parler avec vous quand on est en mesure disciplinaire. La première chose, c'est qu'il faut distinguer, c'est qu'il y a des mesures administratives et il y a des mesures disciplinaires. Les mesures disciplinaires, c'est vraiment celles qui sont en lien avec 2 choses, le comportement et le rendement. Prochaine diapo qu'on va voir, on va faire la distinction entre c'est quoi du comportement et c'est quoi du rendement. Les mesures administratives, ici, on parle plutôt de gens qui sont congédiés pour des raisons d'incompétence. Donc,
Oui, c'est des problèmes de rendement, mais c'est surtout lié à des problèmes d'adaptation graves. Donc, des gens qui sont pas capables de s'adapter à leur milieu de travail, qui changent pour des raisons technologiques ou autres. La mesure administrative aussi, ça peut être un congédiement pour des gens qui dépassent des délais de protection dans la loi, comme l'invalidité longue durée. Par exemple, après 26 semaines, la personne n'est plus protégée. Vous êtes un aidant naturel, 102 semaines plus tard, votre emploi n'est plus protégé. Donc, une mesure administrative, c'est que la personne n'est pas 100% responsable de ce qui se produit dans sa terminaison d'emploi. On n'adresse pas les mesures disciplinaires de la même façon que les mesures administratives non plus. Aujourd'hui, on va se concentrer principalement sur les mesures disciplinaires. 3 concepts. Utiliser la bonne terminologie aussi. Il y a une différence entre un congédiement, un licenciement et une mise à pied. Un congédiement, c'est que l'employé est responsable de sa situation. Donc, pour des raisons comportementales, il est arrivé en retard plusieurs fois, il vous a volé, il vous a fraudé, il a manqué de respect à un de ses collègues de travail de façon fréquente, ou il est incompétent, il est lent, il est non productif, sa qualité de travail est insuffisante, etc., etc. Donc ça, on est vraiment dans les deux grandes familles de comportement puis de rendement. Ça, quand on met fin à l'emploi de quelqu'un, pour ces raisons-là, on parle de congédiement. Lorsqu'on parle de licenciement, c'est la fameuse restructuration. C'est lorsque les employés perdent leur poste pour des raisons soit structurantes, économiques, soit pour des raisons financières de l'entreprise, donc on n'est plus capable de supporter les positions, ou pour des raisons technologiques. Par exemple, mon emploi a été remplacé par un robot. Et finalement, la mise à pied, c'est un licenciement temporaire. Donc, un licenciement qui est de moins de 6 mois, puis qu'un retour qui est prévu au travail. Donc, il faut faire la distinction entre les trois. Là, aujourd'hui, de quoi qu'on parle? On parle de congédiement. On parle d'avertissements disciplinaires qui mèneront au congédiement. Vous comprendrez qu'un licenciement, les personnes ne sont pas nécessairement responsables. Si votre organisation décide de remplacer la moitié du personnel par des robots, ben c'est pas de la faute des employés en tant que tel. La mesure disciplinaire doit toujours être proportionnelle à la faute. Ça, c'est un concept qui est important dans la jurisprudence, puis il faut toujours en tenir compte. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le congédiement, c'est la mesure la plus grave, c'est la plus drastique. C'est la finalité, c'est la perte d'emploi. On va voir tantôt tout ce qu'il y a entre le congédiement et l'avertissement verbal, mais il faut toujours garder en tête que si c'est une faute mineure, la conséquence devrait être mineure. Si la faute est grave, la conséquence devrait être grave. On peut pas, pour un retard de 5 minutes, congédier un employé de 20 ans de service. OK? Oui, c'est une faute, mais il faut que ce soit proportionnel. Puis, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a des éléments qui font en sorte que le dossier ne sera pas géré de la même façon. Il y a des facteurs aggravants, puis il y a des facteurs atténuants. Je vais parler aussi de la discipline et les réseaux sociaux, parce que c'est quand même un fléau important dans nos organisations par manque de temps, perte de temps plutôt, vol de temps aussi. Puis qu'est-ce qu'on peut faire en avertissement disciplinaire avec les employés qui ont des commentaires peu élogieux à notre égard sur les réseaux sociaux ou envers notre entreprise également. Donc rapidement, c'est quoi la distinction entre le rendement insatisfaisant et le comportement inadéquat? Je vous disais qu'il y avait deux grandes familles. Ce que je veux vous dire, ce qu'il faut retenir dans le fond, c'est que quand vous adressez des situations à vos employés, quand vous leur donnez des avis, moi je vous conseille fortement de faire une distinction entre ces deux grandes familles. Vous voulez adresser des conflits, vous voulez adresser de l'intimidation, vous voulez adresser des retards, on est à droite, là, on est dans des comportements, du vol, la fraude. Moi, j'en ferai un dossier. Puis je ferai un deuxième dossier pour le rendement insatisfaisant, c'est-à-dire la qualité de travail insatisfaisante, la quantité, le flânage, la procrastination, les erreurs fréquentes, etc. Pourquoi? C'est très simple. Le comportement est beaucoup plus facile à saisir, beaucoup plus facile à reconnaître. Souvent, un élément égale un comportement inadéquat égale un avertissement. Tandis qu'en rendement, ici, il faut monter un dossier sur plusieurs semaines. C'est difficile de dire à quelqu'un, écoute, je t'ai regardé travailler une journée, puis pour ces raisons-là,
Je trouve que ta qualité de travail est inadéquate, je trouve que tu perds du temps, je trouve que tu fais trop d'erreurs. Donc, dans un dossier de rendement, il faut souvent accumuler des faits sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines pour avoir un dossier solide selon les tribunaux, selon la jurisprudence. Tandis qu'en comportement, ben, c'est relativement simple. Un élément égale un avertissement, plus souvent qu'autrement. Donc, c'est pourquoi de gérer les dossiers dans ces deux grandes familles-là, ça simplifie beaucoup les choses. Donc, la gradation des sanctions, c'est pas écrit dans la loi, il n'y a pas d'article de loi qui dit que vous devez donner un avertissement écrit, que vous devez donner un avertissement verbal, que vous donner un dernier avertissement, que vous devez suspendre, etc. Ça, c'est des éléments qui se retrouvent dans la jurisprudence. C'est qu'au fil du temps, les tribunaux ont dit, ah ben là, dans tel cas, vous avez été trop sévère, vous auriez dû seulement lui donner un avertissement, etc., etc. Donc, ça doit permettre à l'employé de mesurer la portée et la sévérité de ses gestes. Donc, si l'employé reçoit un avertissement final écrit, il comprend que c'est un geste assez grave. Si c'est un avertissement verbal dans le corridor, disant, fais attention, la prochaine fois, porte tes bouchons de protection, ben, on n'est pas dans le fait que t'as sacré après ton collègue, puis je te donne un dernier avertissement écrit. Donc, ça permet à l'employé de justement comprendre, il y en est où dans la gradation. Il y a des facteurs atténuants. Tantôt, je vous donnais un exemple de l'employé qui a 20 ans de service, qui arrive 5 minutes en retard. C'est la première fois de sa carrière. Vous allez sûrement lui dire juste verbalement, écoute, Jacques, fais attention, hein, tu le sais, ça donne pas un bon exemple quand tu arrives en retard, puis avec toute l'expérience que tu as, blablabla. Tandis que le nouvel employé, que ça fait 3 jours qu'il est là, puis qui arrive 5 minutes en retard, 3 matins de suite, ben vous, cette personne-là, vous pourriez être beaucoup plus sévère. Vous pourriez pratiquement le congédier pour ces raisons-là. Premièrement, parce qu'il y a très peu de protection qui le protège, puis deuxièmement, parce que c'est un facteur atténuant, aggravant plutôt. Ça fait 4-5 jours qu'il travaille pour vous, puis il est déjà 3 jours en retard. Fait que pour le même élément, on n'adresse pas les situations de la même façon dans la gradation des sanctions. Au même type que, je sais pas, je vais prendre le même Jacques avec 20 ans de service, qui part avec 3 crayons dans la procure un soir, donc vol de matériel, puis votre nouvel employé qui fait la même chose. Encore là, sûrement que vous allez congédier, vous donner une mesure assez grave à votre nouvel employé, alors que Jacques, oui, il y aura une mesure importante, mais au final, si vous le congédiez pour cette raison-là, je peux vous garantir que vous allez perdre en cours. Pourquoi? Parce que c'est des facteurs atténuants puis aggravants dans les deux cas. Oui, on fait face à du vol. Oui, je suis d'accord avec vous qu'il y a un petit vol, il n'y a pas de petit vol, il n'y a pas de gros vol. Mais en droit du travail, dans la jurisprudence, dans la gradation des sanctions, il y a un fond de distinction. Donc ça, c'est important. J'espère que je suis clair dans ce concept-là. Au final, il faut rester proportionnel à la faute puis s'assurer que de gérer les dossiers de façon équitable en fonction des facteurs aggravants ou atténuants. Un autre détail important, c'est que c'est votre droit de gérance total d'attribuer la sanction qui convient à votre employé. J'ai déjà entendu souvent dans ma carrière, ah ouais, tu m'as donné un avertissement écrit, ben mon avocat va t'appeler, tu vas voir, t'as pas le droit de faire ça. Ben, dans ce temps-là, vous pouvez le laisser aller parce qu'il n'y a aucun danger. Au final, vous avez toute la latitude. C'est vous qui déterminez si, selon vous, c'est une faute mineure, moyenne, grave, lourde. Ça nécessite un congédiement. Il faut vivre avec les conséquences, mais les conséquences sont très minimes parce que l'employé n'a pas de recours au sens de la loi. Là, je parle, bien entendu, d'entreprises qui sont non syndiquées. Dans une entreprise où il y aurait un syndicat, où il y aurait une convention collective de signer, ben c'est certain que la gradation des sanctions est souvent déjà prévue. Première offense, c'est ça. Deuxième offense, c'est ça. Troisième offense, c'est ça. Si on saute des étapes comme employeur, ben là, on s'expose à des griefs. Les griefs, c'est une mesure qui permet d'arbitrage, si on veut dire, de dire, ben vous respectez pas ce qui a été convenu. Donc, ça n'existe pas dans le modèle non conventionné, non syndiqué, et c'est pourquoi vous avez pas mal la latitude de faire ce que vous voulez.
dans le respect, bien entendu, dans le professionnalisme, et vous ne devez pas tomber non plus dans le harcèlement. Mais au final, vous avez pleine latitude. Maintenant, le concept de la faute grave. La faute grave, c'est quoi? C'est que là, on commence à s'intéresser là, tranquillement pas vite au concept de gradation, là, des fautes de petite envergure jusqu'à la faute très grave. Donc, je vais lire avec vous, là, mais vous savez lire, mais c'est que c'est important, mais c'est que c'est une faute qui est suffisamment sérieuse pour rendre nécessaire la rupture immédiate du lien d'emploi. Donc ça, c'est-à-dire que c'est tellement grave ce qui s'est produit que on peut pas te garder, on peut pas t'avertir, on peut pas te donner une deuxième chance. Ça, c'est ce qu'on appelle une faute grave. Ça, c'est la seule exception dans la loi qui vous dit vous avez le droit de mettre fin à un emploi sans la gradation des sanctions. Mais là, malheureusement, c'est pas écrit c'est quoi une faute grave dans la loi. C'est propre à chacun. Il y a des facteurs atténuants aggravants. Je vais vous donner un exemple que j'ai vécu dernièrement. Un employé qui s'est battu avec un autre employé en lui faisant des menaces de mort. Vous comprendrez que ça, c'est assez direct comme dossier. L'employé avait peut-être 2 ou 3 ans années de service. Donc, au final, on comprend qu'on n'a pas envie de quelqu'un qui frappe un autre collègue de travail puis qui, en plus, lui fait des menaces de mort. Donc, dans un cas comme ça, c'est définitivement une faute grave. Et devant les tribunaux, le juge ou l'arbitre comprendrait ou le commissaire comprendrait très bien qu'est-ce qui s'est produit dans la situation. Je vais vous montrer un tableau tantôt de qu'est-ce que je considère comme des fautes graves, qu'est-ce que je considère comme des fautes qui sont plus ou moins moyennes ou mineures. Il y a un autre concept aussi, c'est que la goutte qui fait déborder le vase, là, vous connaissez l'expression, la faute, l'accumulation de fautes, de petites fautes, donc d'avertissement par-dessus avertissement, ça vient justifier une faute grave. Ça correspond à la notion de faute grave. Donc, dans le fond, si j'ai mon employé, je lui donne un avertissement écrit, un dernier avertissement écrit, je le suspends 2 jours, puis là, il fait une autre affaire. Ça, c'est la goutte qui fait déborder le vase. C'était peut-être pas grave, le dernier élément, on me suit, c'était peut-être un petit retard, c'était peut-être un manque de respect, une blague mal placée, whatever. Ben là, à ce moment-là, ça fait déborder le vase qui était déjà trop plein, et là, ça vous donne droit de congédier l'employé. Est-ce qu'il y a un nombre de vertissements qu'il faut donner? Non. Parce que, comme je vous dis, le concept, c'est que ça dépend de la faute. Il y a des fois que ça sera aucun avertissement, puis il y a des fois que ça va être 5 avertissements. Je vais essayer de vous démêler ça avec mon prochain tableau. Ici, ça, c'est un tableau que j'ai créé au fil du temps, puis ça veut pas dire que c'est la science infuse, là. Mais à travers les lectures de jurisprudence, à travers mon expérience que j'ai fait, je vous donne quelques exemples sur qu'est-ce qui nécessiterait dans une première intervention, quelle devrait être l'action si ce comportement-là se produit une première fois. Je ne sais pas si vous voyez bien, là, mais ici c'est écrit absence, retard et encourage à commettre des infractions ci-dessus. Donc complicité. Donc ici, on est dans des éléments où c'est pas super grave, hein, ça arrive au quotidien, des éléments comme ça. Vous voyez que ma première intervention serait le coaching, donc ce serait l'avertissement écrit ou l'avertissement verbal. C'est juste que moi, je suis pas un très grand fan des avertissements verbaux, ça laisse pas de traces. J'aime bien que laisser des traces écrites à mon avertissement verbal. Donc, je vais l'inscrire dans un courriel ou un journal de bord, mais je vais toujours garder ça en tête. Après ça, on monte, là, vous voyez, là, j'ai des comportements un peu plus sévères, donc comportements négligents, par exemple, en matière de santé et sécurité au travail. Quelqu'un porterait pas un vêtement de protection individuelle. Une première offense, ça serait un avertissement. Une deuxième offense, ça serait un dernier avertissement. Puis une troisième offense, ça serait une cessation immédiate. Donc, vous comprendrez que si vous congédiez quelqu'un qui met pas ses vêtements de protection individuelle une fois, ben, vous êtes peut-être un peu trop sévère. Ce tableau-là, c'est ce que ça tente de vous démontrer. On a flânerie, on a défaut de suivre les directives. Là, quand, par exemple, vous avez une politique dans votre guide de l'employé qui est non respectée, donc la personne
par exemple, achète des billets d'avion pour ses vacances sans vous aviser, elle vous met devant le fait accompli. Dans la politique, c'est clairement écrit qu'elle devait vous demander votre consentement. Ben, une première offense comme ça pourrait être soit un avertissement écrit ou un dernier avertissement écrit. Donc, c'est un peu ça le tableau. Puis là, plus on monte, ben là, on est en inconduite notoire. Là, ça veut dire qu'on est dans des cas où il y a du harcèlement, il y a de l'inconduite, il y a des violations concernant, par exemple, des rabais d'employés, des fraudes. Viens, je vais te donner mon rabais d'employé, tu vas bénéficier de ci, de ça. L'usage du tabac, la vente de tabac, de cannabis maintenant, dans les installations, l'alcool, des choses comme ça. Donc ça pourrait être des derniers avertissements. Encore là, si votre employé a 3 jours de service puis il fait une infraction grave, congédiez-le sur le champ, s'il vous plaît. Mais s'il a 15 ans de service, puis c'est sa première offense, ben ça serait trop sévère de faire une cessation immédiate. Vous me suivez? Puis finalement, des inconduites graves, lourdes, ben bon, vous comprenez, là, quelqu'un qui arrive avec une arme au travail ou qui a un comportement téméraire, comme par exemple j'ai déjà vu ça là, avec des chariots élévateurs, deux opérateurs de chariots élévateurs qui faisaient des courses dans la cour à bois. Ben, c'est très téméraire là, au poids que ça a, au danger, à la force et à la puissance. Il aurait pas arrivé 50 000 à faire. Donc ça, c'est très téméraire. Euh, c'est des éléments qui pourraient constituer une faute grave. Des comportements préjudiciables. Quand tantôt je vous donnais l'exemple d'une bagarre, de violence, de vol, de fraude, etc. Ben, on est en cessation immédiate plus souvent qu'autrement. Donc, ça vous donne un peu l'idée de c'est quoi la gradation des sanctions. Euh, Là, on est en comportement, puis je vais me concentrer sur le comportement aujourd'hui parce que le rendement, c'est un peu plus touché. Mais c'est ça que ça veut, c'est ça que ça veut dire. C'est qu'il Ici, ça, c'est pas pour autant que dans votre entreprise, vous pourriez considérer qu'un élément est plus grave qu'un autre que mon tableau, puis c'est correct, là. Comme je vous dis, c'est un élément comme ça que je vous donne d'emblée. Peut-être que dans votre secteur d'activité, il y a des éléments là-dedans qui sont beaucoup plus graves qu'ils l'apparaissent dans mon tableau, et l'inverse aussi. Peut-être que vous, là, le fait d'avoir une violation du rabais de l'employé ou de la réduction ou de l'escompte, c'est peut-être pas si grave que ça. Ici, on a un exemple dans le commerce de détail où c'est super important. Donnez-moi juste un instant, merci. Bon, donc quand je parlais de gradation des sanctions dans les mesures disciplinaires, on parle de rendement ou de comportement inacceptable, toujours les deux grandes familles. Le premier élément est souvent le document de discussion ou c'est la discussion de corridor. Donc, on va aviser l'employé d'un comportement ou d'un rendement. Puis, c'est là qu'on va pouvoir déterminer est-ce qu'on va plus loin dans le processus. Souvent, ça, c'est la gradation qu'on connaît. Un avertissement verbal, suivi d'un avertissement écrit, suivi d'un dernier avertissement écrit, suivi d'une suspension, souvent avec solde ou sans solde, et au final, le congédiement. Donc, quelqu'un là qui fait des fautes mineures pour avoir un bon dossier, donc il y a plus de 2 ans de service continu, donc vous devrez confirmer puis que vous devrez justifier son congédiement devant les tribunaux parce que déposer une plainte contre vous. Si vous avez dans votre dossier un avertissement verbal, un avertissement écrit, un dernier avertissement écrit, que vous l'avez suspendu et que vous l'avez congédié, on parle d'à peu près 4 à 5 étapes, ça, votre dossier est béton. Les chances de remporter votre cause sont très grandes. Encore là, s'il y a eu des fautes graves, des fautes un peu plus sévères à travers tout ça, ben il n'y a pas besoin de 4 étapes ou 5 étapes. Il peut en avoir juste 2, il peut en avoir juste une. Comme je vous dis, malheureusement, je peux pas vous donner un chiffre magique aujourd'hui, mais sachez que moi j'ai pour mon dire, on donne jamais un avertissement de trop pour les tribunaux. Donc, si vous pensez que votre dossier est un peu serré, puis que vous auriez peut-être un peu de difficulté à vous justifier, mon conseil serait de donner un autre avertissement pour être certain. Puis souvent, les employés difficiles,
ils ont la grande manie de répéter leur comportement assez rapidement. Donc, vous allez vous retrouver que vous allez remettre un avertissement, puis 2 jours après, ben, il va recommencer ou il va se passer pour quelque chose. Euh, donc, vous aurez peut-être perdu 2, 3 jours, mais au final, vous aurez un dossier plus solide. Ça m'est déjà arrivé aussi dans ma carrière d'aviser quelqu'un le matin même, puis l'après-midi lui remettre un autre avertissement pour le même sujet. Il n'y a pas de délai finalement entre les deux non plus. Donc, il courait à sa perte un peu là, quand on avertit à quelqu'un le matin de pas faire quelque chose, puis l'après-midi il recommence. Il n'y a rien qui vous empêche d'adresser la situation. Une autre question que je pourrais anticiper de votre part à ce sujet-là, c'est la suivante, c'est après combien de temps je peux donner un avertissement écrit après les faits? Ben, je vous dirais que ça non plus, c'est pas écrit. On parle de délai raisonnable dans la loi. Délai raisonnable, ça veut rien dire encore. Je vous dirais qu'à l'intérieur de 2 semaines suivant l'événement, on est on est dans un concept raisonnable, dans un délai raisonnable. Mais de rencontrer quelqu'un le 18 octobre aujourd'hui et dire, ah, le 15 août dernier, je me souviens, t'as manqué de respect à José dans la cafétéria. Ben là, on a comme perdu le momentum un peu, là, puis ça, on perd un peu la crédibilité puis l'équité dans le processus disciplinaire, là, parce que là, on peut pas retourner 3, 4 mois en arrière pour adresser des choses à quelqu'un. À moins que ce soit vraiment des éléments graves, là, puis que ça justifie le fait, par exemple, qu'il s'est absenté pendant cette période-là. Ça, c'est pas un problème, par exemple. Ça aussi, ça en est une belle exception. Euh, Quelqu'un que vous vouliez rencontrer pour une mesure disciplinaire, il s'absente pour maladie pendant 16 semaines, il revient, vous avez toujours le droit de lui adresser sa, sa mesure disciplinaire. C'est pas un problème, ça. Encore là, plus votre dossier est étoffé, plus les délais sont serrés, plus il y a une répétition, une récurrence, puis que les tribunaux sont capables de voir que vous preniez ça au sérieux, ben c'est parfait pour vous. Donc, l'employé doit connaître les attentes de son employeur, c'est ce que les tribunaux vous demandent. Donc, il faut qu'il soit au courant qu'il est dans un processus disciplinaire. La deuxième, c'est que les mesures soient proportionnelles à la faute. Donc, vous avez pas, c'est votre droit de gérance, mais en même temps, il faut y aller de façon raisonnable. Il faut que vous soyez capable de démontrer la gradation des sanctions. Donc, 1, 2, 3, avertissement, suspension, whatever les fautes qui sont impliquées. Et idéalement aussi, il faut expressément dire à un moment donné dans le processus que c'était réellement la dernière chance à l'employé. Surtout là, quand dans le concept de la goutte qui fait déborder le vase, là, il faut dire à l'employé, écoute, là, ça fait 4 fois que tu reçois un avertissement. La prochaine fois, tu t'exposes à un congédiement, peu importe la faute que tu feras. Ça, si vous dites cette phrase-là, puis qu'elle est inscrite dans le document, vous êtes béton. À quoi ça ressemble maintenant un avertissement écrit? Ben là, je vous montre un modèle, mais vous pouvez créer le vôtre, là, c'est pas un problème. L'important, c'est qu'il y ait la date, hein, pour conserver le suivi, le nom de l'employé. Vous pourriez ici tout de suite mettre la gradation. Est-ce que c'est un avertissement écrit, c'est un dernier avertissement? Ici, moi, dans l'encadré, ce que je propose, c'est de mettre c'est quoi la faute? Hein? Pourquoi je te rencontre aujourd'hui? Donc, quelle politique tu n'as pas respectée ou quel comportement on te reproche? Quels sont les faits? Donc, rester très factuel. Le 7 janvier dernier, tu as volé 2 ordinateurs portables en entreprise. Donc, on le congédierait. Francis, pour réussir, il est important d'accomplir les tâches inhérentes à votre poste. Donc, on lui dit qu'est-ce qu'on s'attend de lui, c'est quoi les répercussions que ça a dans l'entreprise, mais c'est quoi nos attentes surtout. Donc, Francis, il vous appartient ultimement de faire des changements requis pour améliorer votre comportement, la mission d'améliorer votre comportement de façon importante pourrait vous exposer à des plans d'intervention plus graves, à des avis disciplinaires plus graves, et ça pourrait aller jusqu'au congédiement. Et là, on signe, nous comme auteurs, puis on demande à l'employé de signer aussi. Question que j'anticipe de votre part, qu'est-ce qui se passe si un employé refuse de signer? C'est votre droit de gérance de lui verser un avertissement à son dossier. Ceci étant dit, qu'il accepte ou non ce qui est écrit sur le document et qu'il accepte ou non de signer la feuille, vous prenez la feuille puis vous la mettez quand même dans son dossier d'employé. La filière rouge, ça sera quand même considéré comme un avertissement. Vous
pouvez mettre la mention « L'employé a été rencontré, telle date, signé par vous », en lui indiquant la mention qu'il a refusé de signer, tout simplement. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il refuse ce que vous lui reprochez, que 1, ça compte pas, puis que 2, ça n'est jamais arrivé. Réseaux sociaux. Donc, on peut adresser des situations qui se produisent sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'intimidation hein, si vous travaillez avec des jeunes ou la nouvelle génération. Vous pouvez vous rendre compte qu'ils sont très actifs. Ils sont très actifs envers leurs collègues, ils sont très actifs envers leurs patrons et envers l'entreprise aussi. Donc, premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est la chose suivante, c'est que les réseaux sociaux ne sont pas de matière privée, ils sont de matière publique, donc c'est de l'information publique. Vous avez le droit de les consulter, vous avez le droit d'aller voir ce qui est inscrit. L'employé a l'obligation d'être loyal, puis il y a une obligation de civilité envers son employeur. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'il peut pas inscrire n'importe quoi envers son employeur puis ses patrons sur les réseaux sociaux. Moi, ce que je vous propose pour ça, pour avoir la poigne nécessaire pour intervenir auprès de ces employés-là, c'est d'indiquer dans votre guide de l'employé que les employés sont susceptibles de faire l'objet de surveillance de leurs réseaux sociaux ou des appareils qui vous appartiennent. Par exemple, si vous fournissez un ordinateur portable ou un cellulaire, ça, c'est des éléments que vous pouvez valider. Encore là, quand vous allez intervenir en mesure disciplinaire en fonction pour une histoire de réseaux sociaux, la gradation des sanctions qui est prévue, c'est la suivante, c'est qu'il faut que la proportionnalité de la faute et de la conséquence est la suivante, c'est que c'est quoi le statut puis la fonction de l'auteur de la critique sur les réseaux sociaux? C'est quoi la nature? Donc, est-ce que c'était très vexatoire ou c'était simplement un commentaire d'opinion? La portée de la critique, est-ce que ça a été vu par 2 personnes ou ça a été vu par 15 000 personnes? Le contexte de la critique, donc est-ce que c'est le fait que la personne a voulu justement faire des représailles envers son employeur? Et aussi la matière de critiquer, est-ce qu'elle s'est faite de façon irrespectueuse, vexatoire, ou elle s'est faite dans le respect, mais puis que ça vous choque quand même qu'il l'inscrit, puis que ça l'atteint à votre réputation, mais il faut faire la part des choses. Donc c'est pas parce que quelqu'un écrit sur les réseaux sociaux qui vous bâche comme employeur que nécessairement c'est un congédiement sur le champ. Encore là, il faut tenir compte de ces éléments-là pour s'assurer de la justesse de notre intervention. Désolé, je suis mêlé dans mes pointeurs. Donc, en terminant, ce que je veux vous proposer, c'est un petit résumé sur les stratégies de sortie. En termes de gradation des sanctions, puis d'avertissement disciplinaire et éventuellement de congédiement, les moins bonnes idées sont les suivantes. 1, l'inaction et la tolérance et de minimiser les faits. Donc, oubliez pas que les employés difficiles sont là pour vous tester, sont là pour tester les limites de l'organisation, un peu comme un enfant. Il va tester quelque chose, il va vous regarder après. Si vous faites rien, ben c'est comme si on acquiesçait un peu. C'est un peu le même principe. Mais là, en plus, vous avez des adultes qui sont témoins de tout ça autour, puis qui ils prennent pour acquis que c'est des comportements qui pourraient être acceptables dans le futur. Pour ça qu'il faut avoir tolérance zéro en matière de mesures disciplinaires puis d'intervention. Ça crée pas toujours une culture d'entreprise intéressante, d'intervenir à tout bout de champ, mais choisissez vos batailles, puis il y a des éléments pour vous qui sont super importants et puis que vous ne devez pas passer à côté. Une des mauvaises idées aussi, ou une moins bonne idée, c'est d'attendre après 2 ans de service. Si vous savez que votre employé est déjà à problème dès les premiers mois, dès la première année, les chances que cet employé-là rebondisse et devienne votre employé étoile sont relativement faibles. Il doit y avoir des exceptions, mais je ne compterai pas sur les exceptions. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est beaucoup plus simple de pouvoir congédier un employé avant ses 2 ans de service continu
Et de plus, vous n'aurez pas besoin de justifier votre congédiement devant les tribunaux parce qu'il ne pourra pas déposer de plainte contre vous. Donc ça, c'est une stratégie intéressante. C'est que si vous avez à intervenir auprès d'employés, s'il vous plaît, faites-le avant 2 ans de service continu. Ça simplifie beaucoup le dossier, ça diminue vos risques juridiques, et puis ça fait en sorte que vous avez plus souvent qu'autrement seulement les préavis à payer si votre faute n'est pas grave. Une des bonnes idées, c'est d'agir rapidement. Donc, comme je vous disais, dans un délai maximal de 2 semaines, battre le fer pendant qu'il est chaud, là. On n'est pas obligé dans la minute près de l'événement d'intervenir, mais de le faire dans la même journée, dans le lendemain. On est au courant des faits. C'est facile pour nous d'inscrire le libellé dans dans notre avertissement. Il y a des témoins, donc ça facilite de beaucoup l'intervention. Également, ben ça vient des tribunaux aussi, mais tout documenter. Si c'est pas écrit, c'est pas arrivé, parce que vous aurez beaucoup de difficultés à vous justifier, dire je l'ai rencontré telle date, ben l'autre personne pourra juste dire non, on m'a jamais dit ça. Donc, au final, si vous avez au moins un écrit, vous avez au moins justement des documents qui supportent votre intervention, puis que vous êtes capable de démontrer que l'employé en plus a acquiescé puis qu'il a compris, puis même dans certains cas, il a refusé, ben là, parfait, vous êtes correct. Puis être ferme dans l'application aussi, c'est super wow. Parce que, bon, ça vient répondre un peu à ça. La moins bonne idée que je pourrais, pour terminer, c'est aussi la fameuse restructuration. Donc, l'employé qui est difficile, vous lui avez pas adressé de situation au fil du temps. Il y a plusieurs années de service. Ça n'a jamais bien été en termes de rendement puis de comportement. Je vous le dis parce que j'ai souvent cet appel-là. Donc, ben là, j'ai un employé, ça tombe par hasard, ça tombe que c'est cette personne-là qu'on coupe son poste. C'est un très heureux hasard, mais sachez que les tribunaux voient venir ces dossiers-là très vite. Pourquoi? Parce que c'est une stratégie qui est courante, mais c'est une stratégie qu'il faut être très étoffée, parce que là, les tribunaux vont vous demander, est-ce que tu es capable de me justifier pourquoi c'est cette personne-là que tu as prise et pas une autre? Puis que là, en plus, votre employé il me dit que vous lui avez dit dans sa cessation que son comportement est insatisfaisant, puis que son rendement est insatisfaisant, puis etc., etc. Donc, n'oubliez pas que vous allez être obligé toujours de démontrer votre congédiement, même si c'est une fin d'emploi pour licenciement, au sens de la loi, c'est une terminaison, ça va être traité de la même façon, vous vous exposez principalement au même recours possible. Donc, même si vous pensez, j'ai une bonne idée, on va restructurer, on va couper le poste à la place d'adresser les situations, sachez que vous risquez de vous retrouver devant les mêmes plaintes, puis que là, vous allez avoir un dossier plus difficile à gérer, puis plus difficile à justifier. Donc, ça fait pas mal le tour. Vous savez que nous, Sage Ressources Humaines, on est toujours là pour vous accompagner, que ce soit l'assistance téléphonique. Donc, on peut rédiger les lettres d'avertissement avec vous, on peut valider votre mesure disciplinaire, on peut valider votre risque, on peut rédiger des projets de fin d'emploi, des lettres de terminaison, des lettres de quittance. On peut vous dire qu'est-ce que la jurisprudence dit là-dessus. On peut être présent physiquement lors de rencontres disciplinaires, d'enquêtes, de congédiements. Si vous vous sentez pas assez ferré, nous, on peut vous accompagner là-dedans. Justement, dans les cas de restructuration, vous avez des coupures de poste à faire. Comment on s'assurer qu'on peut justifier le tout avec des employés difficiles. On peut vous représenter en médiation, on peut vous représenter en conciliation si vous recevez des plaintes aux normes. Ne paniquez pas, il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut même aller devant les tribunaux administratifs. Là, en contentieux, ben, on vous adressera un avocat en droit du travail, mais ça va jusque-là. Puis on peut également vous accompagner en rédaction d'une politique disciplinaire complète avec le tableau de gradation des sanctions qui est typique à votre culture, comme je vous ai montré. Je vois que la question a été posée, là. Est-ce que c'est possible d'avoir le tableau complet? Je peux vous le faire suivre sans problème. Si vous voulez écrire un courriel à rh@sagedecision.com, ça va me faire plaisir. Sinon, je vais le remettre, vous ferez un print screen,
Puis sinon, il va être sur sur la chaîne YouTube aussi de Sage Ressources Humaines. Vous allez pouvoir faire un print screen de ça sans problème. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une nouveauté qu'on a à vous offrir, c'est les groupes de co-développement. Un groupe de co-développement, c'est quoi? C'est qu'on met des gens ensemble qui vivent des réalités. Que vous soyez des professionnels RH ou des ressources attitrées aux ressources humaines, vous êtes comptable, c'est pas votre première expertise, les ressources humaines. Ben, on a décidé de mettre sur place des groupes de co-développement. On va faire des groupes régionaux pour les clients de Sage. Puis ça va vous permettre de briser l'isolement justement de votre quotidien puis de pouvoir échanger sur les bonnes pratiques avec d'autres professionnels qui vivent sensiblement la même réalité que ça, que vous là-dedans. Donc là-dessus, il y a un formulaire d'inscription pour avoir plus de détails qui est disponible. On va vous envoyer une infolette la semaine prochaine à ce sujet-là. Puis dans le dernier envoi, il y avait aussi des questions. On peut répondre aux questions sur le co-développement. Donc, là, je serais rendu à répondre à certaines questions qui sont globales. Je vous remercie pour votre attention, en espérant que vous ayez apprécié. Puis, comme je vous dis, la suite, c'est le prochain webinaire est au mois de novembre. Vous avez reçu l'invitation aussi. Donc, il y a 2 concepts auxquels on va parler avant la fin de l'année. 1, politique salariale, 2, guide de l'employé, toujours sur le même concept. Donc, je vous souhaite une excellente journée, puis je vais rester disponible jusqu'à midi pour les questions, sans problème. Puis je vais remettre mon tableau en attendant. Donc vous pouvez soit les écrire directement sur le mur. Donc j'ai une question ici qui me demande est-ce que l'employé peut plaider le harcèlement et juger qu'on est trop sur son cas? Donc le harcèlement psychologique auquel vous faites référence, assurément. Donc encore là, la gradation des sanctions, puis d'avertir vos autres employés qui ne respectent pas vos procédures, qui ne respectent pas votre guide de vie, qui a un rendement inadéquat, c'est pas du harcèlement. Ça va être leur première défense. Ils vont dire ah, là, c'est du harcèlement, vous êtes toujours sur mon dos, mais ça, c'est votre droit de gérance. Même s'ils déposent une plainte, ça sera pas fondé, je vous le dis tout de suite. Si vous avez été respectueux dans le processus, que vos documents étaient bien faits, que vous n'êtes pas allé dans des éléments ou que insidieux, là, si vous êtes resté dans le respect professionnel, je peux vous garantir que vous n'aurez pas de problème. Il pourrait effectivement, à sa perception, trouver que c'est du harcèlement, mais ça va être un cas relativement simple à faire tomber. Ça, je vous le garantis, on l'a vu souvent comme défense, mais c'est pas le cas. Un cas d'harcèlement, il faut que ça soit une conduite non désirée, vexatoire, répétée, qui a une atteinte sur mon physique et mon psychologique. Donc, faut être prudent aussi avec le harcèlement. C'est souvent la première chose qu'ils vont lancer, mais assurément que vous n'êtes pas à l'abri, mais moi ça m'inquiète pas. En espérant avoir répondu à votre question. J'espère que je n'en saute pas. Je vais remonter.
pense que... Oui, Monsieur Saint-Pierre, spécifiquement, on n'enverra pas la présentation, on va la rendre disponible. Mais si vous m'écrivez en privé à rh@commercial-sagedecision.com, je pourrais vous envoyer le PDF de la présentation, sans problème.